Bienvenue à tous. Des autorités agissant pour le compte et au nom de la patrie. Au Bénin, le régime dit du nouveau départ serait bien loin d'en avoir le mérite. En tout cas, bon nombre de Béninois, pour eux, la gouvernance actuelle pense d'abord à eux avant de se soucier en dernier lieu des gouvernés. Et chaque jour semble en ajouter à ce sentiment de marginalisation du grand nombre. Si le chef de l'État est assez, à tort ou à raison, de travailler depuis son investiture, non pas pour toute une nation, mais pour un clan et une famille, des présidents de bien d'autres institutions de la République sont eux étiquetés d'être non au service de la nation, mais d'un seul homme, le chef de l'État, dont seule la volonté compte et non celle du peuple souverain. Inutile de rappeler, mesdames, messieurs, les fameuses expressions caporalisation du pouvoir judiciaire, vassalisation de l'Assemblée nationale, portée par des voix très en vue. Le Bénin travaillerait désormais à avoir des hommes forts et non des institutions fortes. Et tout le corollaire qui va avec. Mais qu'en est-il réellement? C'est l'épineuse question autour de laquelle se fera l'émission débat du jour. Ce sera autour du thème « Supposée crise de confiance entre des institutions de la République et le peuple béninois ». Un problème de fond ou une vue de l'esprit. Sont avec nous pour les analyses subséquentes un analyste et un universitaire. À ma droite, Nathaniel Kitoui, politiste, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Un habitué de ce plateau que nous recevons donc, Nathaniel Kitoui, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et merci une fois encore de m'avoir invité. Le plaisir est partagé, heureux de savoir que vous arrivez souvent à couper la poire en deux pour rendre disponible et apporter vos contributions à l'enrichissement des débats que nous menons de temps à autre par ici. Soyez vraiment en remerciés. En face de vous, pour cette émission, il est Kofi Dia, éditorialiste. Il est, éditorialiste à ses temps perdus et analyste, et il est juriste. Très averti de l'actualité sur le continent, regardant sur les faits marquants au quotidien l'actualité sociopolitique au Bénin. Il est Kofi Dia, grand nationaliste. Bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est un merci fructifié. Des réformes, le chef de l'État en a fait son leitmotiv et désormais plus aucune institution de la République n'y échappe. Chaque responsable, chaque dirigeant, à son niveau, essaie d'apporter son petit grain de sel. Mais de l'autre côté, ceux pour qui ces décisions sont prises restent parfois en froid, parfois indifférents, parfois aussi satisfaits. Les avis, en peu de mots, sont partagés sur ce vent de réforme qui souffle sur la République. Mais le soubassement, le point de vue communément partagé, reste le sentiment que d'aucuns appellent d'insatisfaction dans certaines de ces décisions qui sembleraient être prises, non pas pour le citoyen, mais contre le citoyen. Il est Kofi Dia, ce regard que de plus en plus les Béninois portent sur des décisions dont la finalité, en vérité, pour les autorités, est de participer au mieux vivre. Reste-t-il vraiment de sentiments honnêtes ou des points de vue portés par des hommes, comme ça arrive souvent dans l'ombre, qui aiment tirer les ficelles dans l'ombre, aiment tout peindre en noir? Non, j'ai pris l'habitude de dire que gouverner, c'est protéger et développer. Et le gouvernant, donc le dirigeant qui veut et servir l'État, a donc l'ambition de privilégier l'économie au détriment de la politique. Et lorsque nous assistons à la vassalisation de l'Assemblée nationale et à la caporalisation du pouvoir judiciaire, c'est à croire que nous n'avons pas de constitution. Parce que lorsque vous lisez l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789, et il dit ceci: toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. On l'a tellement violée, on l'a tellement jeté aujourd'hui que le non-respect de la Constitution par le premier responsable du pays a dit nous amène à nous inquiéter. Et cela d'autant plus que
d'un côté, on a la vassalisation, de l'autre côté, on a la caporalisation, et le pouvoir semble être concentré dans les mains d'un seul individu. Il va de ce que les autres pouvoirs qui sont censés l'accompagner et dont l'un doit assurer son contrôle, soit fragilisé. Et si le pouvoir qui doit arrêter le pouvoir, selon Aristote, John Locke et Montesquieu, si nous n'assistons plus à cela aujourd'hui, cela voudra dire que ce n'est pas seulement notre démocratie qui est en souffrance, mais nous sommes en train d'emboîter des pas ou de prendre un chemin sinueux, pour ne pas dire dangereux. En tout cas, Mathiel Kitty, ils sont nombreux. Les concitoyens qui semblent ne pas se retrouver au détour des nombreuses réformes qui se font quand même pour le mieux-être. Pour d'aucuns, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, non pas pour eux, mais contre eux. Et ce sont les institutions qui joueraient ces rôles-là. Oui, ce que vous êtes en train de dire est vrai pour un observateur qui vit au Bénin, qui écoute, qui fréquente les populations. Mais il va falloir qu'on dispose d'éléments plus probants, c'est-à-dire qu'un sondage qui puisse nous permettre de nous prononcer. Et de mieux apprécier. Peut-être que nos gouvernants le font sans porter ça à la connaissance du public. Et ça fait partie des insuffisances dans la gestion des États en Afrique. Vous voyez, dans les pays européens et aux États-Unis, en Amérique latine, pour prendre certaines décisions, on procède à un sondage d'opinion pour voir quelle serait la réaction des populations par rapport à ces décisions-là. Et lorsque la décision est prise, quel est l'écho des populations, des gouvernés par rapport à ces décisions. Mais malheureusement, ici, nous n'avons pas l'habitude d'utiliser cet outil qui est indispensable pour la bonne gouvernance. Ceci étant, il faut remarquer que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est la définition donnée par Abraham Lincoln. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le peuple se trouve au cœur de la démocratie. C'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui délègue son pouvoir à un de ses membres pour le conduire. Donc, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour le peuple parce que ceux qui gouvernent, ils doivent gouverner dans l'intérêt du peuple. Ils ne doivent pas gouverner contre le peuple. D'où le fait que dans certains pays comme la Suisse, vous avez les consultations qui sont périodiques. Le référendum qui a créé l'histoire ici, en Suisse, ça se fait tout le temps. Il y a des décisions sur lesquelles on consulte le peuple immédiatement et ce peuple donne son point de vue. Mais malheureusement ici, cette conception théorique de la démocratie n'est pas encore suffisamment saisie par nos gouvernants. Ça pose un problème en ce qui concerne la qualité de ce que nous choisissons pour nous gouverner. C'est vrai que les partis politiques ont pour mission de former, et de sélectionner les gouvernants, de les préparer à la gouvernance. Mais c'est aussi vrai que cette fonction-là, ils ne les assument pas assez. Et puis au-delà de ça, la plupart de ceux qui arrivent à avoir le suffrage universel, à se faire élire dans les différentes institutions de notre pays, que ce soit au niveau des communes, au niveau de l'Assemblée nationale et même à la tête du pays, on constate de plus en plus qu'ils n'émanent pas de partis politiques. Donc ils n'ont pas connu un parcours de militantisme, un parcours qui leur a permis d'être formés et bien formés. Et ce qui fait que ceux qui gouvernent ne saisissent pas bien cette conception de la démocratie. Si cette conception de la démocratie est bien saisie, c'est que tout acte que le chef de l'État doit poser, il doit veiller à ce que cet acte soit dans l'intérêt du peuple, gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il en est de même pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale que nous appelons députés, que nous élisons périodiquement. Donc tout acte qu'ils doivent poser à l'Assemblée nationale, ils doivent aussi penser au peuple, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il se fait ici que de plus en plus l'on constate une déviance à tous ces niveaux-là, au niveau des assemblées communales, au niveau de l'Assemblée nationale. Même à la tête du pays, on constate quelques gouvernances et déviances dans les propos que le chef arrive à tenir. Le président Talon n'est pas le premier, hein, même si vous regardez les propos que le président Yahya Boni avait tenus au moment où il dirigeait le pays, vous verrez que certains propos sortent de cette conception théorique de la démocratie, de la manière dont on doit... On va évoluer, oui, la part et le rôle, la place des gouvernés au sein des actions publiques. Quelle est-elle si, de plus en plus, à un moment donné, il y a une institution qui est apparue comme le dernier rempart, c'est bien la Cour constitutionnelle. Depuis, ils sont nombreux à regarder avec beaucoup d'indifférence, mais aussi de méfiance, cette institution. S'il y a des regards avisés, des constitutionnalistes se sont gardés d'apporter leur avis sur cette institution, attendant sa toute première décision. Aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Au nombre d'eux, il y a l'émérite expert constitutionnaliste Joël Aïvor qui a donné en exclusivité un entretien à l'une des chaînes béninoises privées locales, TVC, pour ne pas la nommer. Avec la complicité de la régie, chers invités, nous allons pouvoir le suivre et ensuite revenir sur ce plateau et apprécier le regard que l'homme porte sur la nouvelle constitution, la nouvelle cour constitutionnelle, celle conduite désormais par l'ancien garde des Sceaux, Joseph Diogbenou. La régie. Hélas, je suis en désaccord avec l'immense majorité des décisions de la Cour constitutionnelle. Hélas, j'aurais bien aimé enfin me réconcilier avec la Cour et lever les suspicions qui pesaient sur la juridiction. Je suis en désaccord pour plusieurs raisons. Une décision d'un juge constitutionnel, ce n'est pas un relevé du Conseil des ministres. La décision de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le communiqué final du congrès d'un parti politique. La décision obéit à une intimité, elle obéit à des règles, à des principes. Un revirement jurisprudentiel devant n'importe quelle juridiction obéit à des règles. Ce qui s'est passé, et sur le droit de grève, et sur le COSLEPI, et sur les autres questions, je considère que les conditions du revirement jurisprudentiel ne sont pas remplies. Et pour moi, la Cour n'a pas mandat pour annuler, invalider ses propres décisions. D'abord, ce n'est ni sérieux au plan juridictionnel, ni crédible. Et je vous le dis une dernière fois, les décisions qui ont été rendues, pour moi, à écouter beaucoup de spécialistes à l'étranger et beaucoup de Béninois, ces décisions sont indignes de la Cour constitutionnelle du Bénin et ne peuvent pas avoir été sorties de la Cour constitutionnelle du Bénin. Écoutez, on me demande d'interpréter ce que mes prédécesseurs ont fait. Alors je dis, comme j'avais perdu la bataille en tant que membre du gouvernement, je suis devenu juge, je me rends justice. Eh bien, vous avez suivi le constitutionnaliste Joël Aïvor qui, malheureusement, n'a pas pu accorder un blanc-seing à la Cour au travers de cette décision que le citoyen lambda a observé dans son petit coin, mais impuissant, comme de l'arbitraire. Quelle lecture faites-vous de son intervention, Nathalie Kitty? Moi, je pense que le doyen Joël Aïvor a déjà tout dit. Sur, ah bon? Oui, sur cette, il n'a pas exagéré? Non, il n'a pas du tout exagéré. Il n'a pas du tout exagéré, d'autant plus que, voyez-vous, cette décision rendue par la Cour constitutionnelle pose plusieurs problèmes, dont notamment deux. D'abord, par rapport à la théorie, sur l'interprétation d'une loi.
Et après, par rapport à l'éthique politique, je ne parlerai pas de la morale politique, je parlerai de l'éthique politique. Parce que ce sont deux choses différentes. Par rapport à la théorie sur l'interprétation de la loi, monsieur le journaliste, je vous renvoie vers un ouvrage de monsieur Bergel. Lisez cet ouvrage sur la méthodologie juridique. Il a tout développé, toutes les écoles de pensée sur l'interprétation de la loi. Et lorsque vous prenez cette décision rendue par la Cour constitutionnelle, vous n'allez pas du tout vous retrouver. D'autant plus que vous verrez d'abord que la Cour a été sur le droit chemin au début. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie du test clair. C'est-à-dire qu'on n'interprète pas ce qui est clair. C'est clair, il n'y a aucune interprétation à faire. La Cour s'est fondée sur cette théorie-là pour rejeter le recours. Et il se fait qu'après avoir pris cette bonne décision, la Cour s'est totalement perdue et c'est là qu'on ne l'a pas du tout retrouvée. Voyez-vous, même si on va dans la libre recherche scientifique, on recherche dans l'interprétation systémique, on ne se retrouve pas, d'autant plus que aucune interprétation ne doit avoir pour but de faire de l'arbitraire. Ça y ressemble ? Oui, bien sûr. La Cour, dans cette décision, a fait de l'arbitraire. La Cour a fait de l'arbitraire. C'est vrai qu'en 2011, il y avait déjà une formation de la Cour constitutionnelle qui avait ouvert la boîte de Pandore. Mais une autre formation l'a rapidement refermée lorsque l'occasion s'était présentée en 2015. Et on croyait que ce débat était clos. Mais l'actuelle formation l'a encore ouverte. Et c'est là que le problème se pose. Maintenant, au-delà de ça... Vous parlez de l'éthique politique. L'éthique politique. C'est-à-dire, à ce niveau, on voit la personne de celui qui dirige cette Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou. Sa personne a quel problème ? Oui, sa personne, parce que il y a 3 ans, nous l'avions tous vu défendre cette question qui a été posée à la Cour constitutionnelle. On l'a vu soutenir les magistrats dans les rues à Porto Novo. On l'a vu passer sur les plateaux de télévision et de radio pour défendre le droit de grève. Mais lorsque il est devenu ministre, on l'a totalement méconnu d'abord sur le sujet. Et après, il a eu la chance de devenir président de la Cour constitutionnelle. Et il est totalement perdu. Que Dieu nous épargne, monsieur le journaliste, de ce qui va nous arriver pour que nous puissions nous comporter comme ça. Je le dis parce que je me pose la question de savoir quelles leçons on laisse à la postérité. Quelle image on laisse à la postérité lorsqu'on se comporte comme ça. C'est vrai, c'est un collègue, c'est un universitaire de renom que je respecte beaucoup, mais c'est aussi vrai que je ne le retrouve pas dans ce qui a été dit par la Cour constitutionnelle. Mais je tente de comprendre et je me demande où bien il a été mis en minorité, parce que vous avez, c'est une formation juridictionnelle de cette personne. Il peut être mis aussi en minorité. Mais je me dis non, pas du tout. D'autant plus que ce qui a été dit là se trouve en ligne directe avec ce qu'il a défendu en tant que ministre. Donc, on peut de bonne foi conclure que cette décision-là est une décision qui viole d'abord la Constitution elle-même. Parce que l'article 124 est clair que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent aux autorités juridictionnelles, militaires, civiles, à tout pouvoir public. Donc, lorsqu'on saisit la Cour constitutionnelle pour lui demander d'interpréter sa propre décision qu'elle a rendue, c'est vrai que le professeur Aïvola a dit il y a revirement jurisprudentiel. Mais ce revirement jurisprudentiel doit se conformer aux principes. Et tel que c'est fait là, ça crée quoi ? Ça crée l'instabilité. D'abord l'instabilité juridique et si possible l'instabilité politique.
si l'on y prend garde. Il est Kofidia, ce sont tous là des propos d'universitaires, chacun avec son rang. Mais est-ce que les universitaires font bien de venir à la place publique tenir ces propos qui semblent plutôt conforter le citoyen lambda qui se désole de ce qu'il n'y a plus désormais de rempart dans la République? Joël Aïvor avait-il à tenir les propos qu'il a tenus là devant micros et caméras, ou une confidence à son collègue? Et là, en face de vous, vous avez encore un autre universitaire qui dit mais non, qui n'a pas exagéré. Vous savez quoi? J'achète non seulement les propos du professeur Joseph Dogbenou. Non, mais pas ça. J'achète également les propos du docteur Kitty. Et il est Kofidia, vous pensez à la nation? Parce que c'est la question que beaucoup se posent. Quand c'est comme ça, est-ce que ce n'est pas bon qu'entre universitaires, on se voit au couvent et qu'on discute? Il dit le jeu de couvent a échoué dans la mesure où celui qui parle, je parle du professeur Dogbenou, était le rapporteur de la commission. Vous voulez dire Joël Aïvor? Joël Aïvor, autant pour moi, était le rapporteur de la commission. Et le connaissant, en son temps, il a dû dire un certain nombre de choses ou faire un certain nombre de propositions qui ne sont pas passées. Et comme il n'est pas un politique, il s'est retiré. Et nous ne pouvons pas avoir un homme de cette qualité en matière constitutionnelle et ne pas le valoriser alors que les États voisins l'appellent pour des consultations constitutionnelles. Et vous voyez là où le bas blesse. Et tu me connais assez pour que je ne suis pas de ceux qui caressent les gens dans le sens du poil. Le langage tenu par le constitutionnel diffère du langage tenu par le juriste privatiste. Et nous sommes des juristes, mais la seule qualité de juriste, fût-il de haut niveau, ne vous confère pas un savoir encyclopédique de toutes les matières du droit. Il faut laisser la chose constitutionnelle aux publicistes et il faut apprendre à laisser la chose et privatiste, les affaires courantes. Vous revenez sur le casting? Oui, il faut revenir sur le casting. Vous savez quoi? Si donc vous avez échoué en tant que ministre de la Justice, parce que vos décisions ne sont pas passées, et qu'au lieu de proposer au chef de l'État un homme ayant un profil constitutionnellement adéquat pour diriger la Respublica, vous forcez votre proposition, vous vous imposez pour diriger une république comme celle-là, nous sommes en danger. Pourquoi? Pourquoi nous sommes en danger? La Constitution, c'est le socle même de la démocratie. C'est elle qui constitue le garant, le support, le lien entre toutes les institutions. Et je m'en veux pour preuve d'imager, d'emprunter une image architecturale latine. Constitution, du latin cum, qui veut dire ensemble. Statuo, qui veut dire fixé, établi. Ça veut dire que le cum statuo, c'est établi, fixé ensemble. Résultat, nous sommes en présence d'une norme fondamentale qui définit les relations entre les institutions. Et lorsque vous interprétez la loi dans un sens unilatéral, ou lorsque vous interprétez la loi pour plaire à celui qui vous a mis là, vous êtes en train de fausser le jeu démocratique et vous êtes en train de mettre en difficulté ou en danger le peuple. Parce que comme l'a dit mon vis-à-vis, mais tout ce que nous faisons doit être pour le peuple. Bon, maintenant, je ne sais pas si cette manie de se voir porter par 23% du peuple, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus 65%, 23% du peuple, vous confère toutes les gymnastiques ou toutes les stratégies que l'on utilise aujourd'hui pour nous faire croire que, bon, on a le monopole de tout et qu'on peut tout dire, on peut tordre le cou à tout, on peut basculer la Constitution dans tous les sens et aller jusqu'à même retirer le droit de grève. Et lorsqu'un homme de cette trempe, je parle du président de la Cour constitutionnelle qui, pour moi, est en mission et en vient à se contredire. Toute autorité en mission. Oui, il a dans un régime démocratique, sinon, je ne comprends pas. Hier, Hier, pour lui, on ne pourrait changer une seule virgule de la Constitution. Mais aujourd'hui, on est en train d'annuler ou de supprimer toutes les virgules de la Constitution. Mais il n'a pas encore... La Cour n'a pas encore pris une décision sur la révision de la Cour constitutionnelle.
Non, elle attendait patiemment que cela passe à l'Assemblée pour pouvoir agir. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait. Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois ont des raisons vraiment à désespérer des institutions phares de la République, telles ça se susurre ici et là? Oui, ils ont raison de désespérer, parce que Juan Liz, un politicien, un grand politicien d'ailleurs, disait que la démocratie doit rester le seul jeu de la cité, the only game des temps. Voilà. Donc il disait ça. Donc toutes les fois qu'on constate que le jeu de la cité n'est plus la démocratie, mais l'autoritarisme, il y a de quoi s'inquiéter. Voyez-vous, monsieur le journaliste, ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où vous avez un bloc de majorité présidentielle mécanique qui fait tout et défait tout sans réfléchir, est étonnant. Est-ce que ça fait juste de dire sans réfléchir? Bien sûr. Ils argumentent. Non, pas du tout. Je le dis parce que je vous ai donné la définition de la démocratie tout à l'heure, la définition de Abraham Lincoln. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les fois qu'une décision doit être prise, on doit d'abord penser au peuple. Donc, parlant de ce bloc-là, voyez-vous, ce qui gêne se trouve d'abord à deux niveaux. D'abord, vous avez la pensée électorale qui a traversé le résultat de 2015. En 2015, ceux qui ont été élus en 2015 l'ont élu par une volonté des électeurs, soit de les voir défendre un gouvernement qui n'est plus en place, soit de les voir militer dans l'opposition pour défendre une cause. Et d'ailleurs, au-delà de ça, lorsque au lendemain d'une élection présidentielle, un parti politique avait son leader et même des députés qui hier défendaient un candidat qui a échoué, mais se retrouvent pieds et mains joints pour soutenir l'action d'un autre qui a été élu, alors que hier il développait tous les arguments possibles pour disqualifier celui-là. Ça pose un véritable problème. Dans les démocraties qui se respectent, quand on parle des États-Unis, quand on parle de la France, vous ne voyez pas des choses comme ça qui se passent au vu et au su de tout le monde. Lorsqu'on paye une élection, on se retrouve dans l'opposition, on milite, on représente pour le peuple, gouvernement du peuple là, une alternative crédible. Et je parlais, ça monsieur le journaliste, je me suis la tête que de revenir sur ces questions-là. Non, écoutez, je parlais tout à l'heure du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Voyez-vous, et j'attirais votre attention sur la qualité de ceux qui nous gouvernent. Ce que le chef de l'État ne sait pas, peut-être il le sait et ne veut pas le faire, c'est que la démocratie, là, c'est le régime politique de négociation. En démocratie, on négocie. On négocie. Bien sûr, monsieur le journaliste, démocratie, là, on négocie. À tous les coups? Oui, bien sûr. Vous savez pourquoi? Non. Telle que la constitution du Bénin élaborée, là. Et là, je félicite encore les grands enseignants universitaires qui ont présidé à la rédaction de cette constitution. Ils ont été prévoyants et ils ont vu très loin. Tel que c'est fait, on peut gouverner le Bénin pendant 5 ans sans avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Tel que c'est fait, vous la lisez du début jusqu'à la fin, le président de la République du Bénin peut gouverner dans l'intérêt du peuple, ce pays, pendant 5 ans sans avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est possible. Donc si on le sait ainsi là, et qu'on doit gouverner dans l'intérêt du peuple, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, on n'a pas besoin d'un bloc de majorité présidentielle et le manipuler, l'instrumentaliser dans le but d'avoir à la fin de son mandat une élection semi-concurrentielle. On n'en a pas du tout besoin. Donc, ça pose un véritable problème. Et face à ce problème, les Béninois
ont raison de perdre confiance aux institutions qui nous dirigent. Monsieur le journaliste. Il est Koufia. La question, elle revient et se présente à plusieurs facettes. Ben, on est embêté d'entendre même les universitaires étiqueter les députés, sinon le bloc de la majorité parlementaire, comme des gens soumis aux ordres manipulables, plus grave. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Or, chaque fois qu'ils sortent, chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, ils ne manquent pas d'argumenter et de défendre à travers leur dit l'intérêt de leur mandat, mais en le faisant avec une vue prospective. Il vient là tout à l'heure d'évoquer, pour ne pas dire d'énumérer, tous les éléments qui m'ont permis, une fois sur votre plateau ici, de ne pas admettre qu'à l'Assemblée nationale de mon pays, nous avons des députés, mais plutôt des débutants. Oui, non, la question que vous posez tout à l'heure, c'est je vais répondre. Ça fait juste qu'on revienne chaque fois, alors qu'on évolue dans le temps. Le chef de l'État ne cesse de poser des actes innovants. Et l'Assemblée ne manque non plus d'innovation. Et hier, il y a eu des erreurs. Mais aujourd'hui, quand on fait ce débat, est-ce que l'Assemblée n'a pas montré des preuves de sa bonne foi à suivre plutôt l'élan et la voie de ses mandats? Et donc d'oublier un peu ce qu'on pourrait considérer comme des errements du passé. Non, personne ne vous a demandé de lever le doigt et de devenir député. Vous avez choisi d'être le porte-parole du peuple. Donc vous devez être, vos actions, vos actes, vos décisions doivent être en adéquation avec la volonté du peuple. Ce que nous ne constatons pas aujourd'hui. Et le peuple est fâché. Moi, ça m'a fait mal qu'il ne soit pas allé au référendum. Pourquoi? Parce que le peuple attendait, le peuple déguerpi attendait, le peuple meurtri attendait, le peuple composé d'opérateurs économiques pourchassés, traqués attendait. Vous êtes au Bénin? Je suis au Bénin. J'ai suivi le chef, il a bien dit, le peuple était prêt à donner le oui. Mais il fallait économiser le 23%, pour l'État le béninois. peuple, 23% était prêt à donner le oui. Le peuple, 23% au premier tour, était prêt à donner le oui. Puisqu'ils ont pris l'habitude, lorsqu'ils veulent interroger les gens, ils ne prennent pas les deux côtés, ils prennent seulement ceux qui apprécient leur gouvernance, ceux qui ont intérêt à les voir là. Donc c'est normal qu'ils parlent ainsi. C'est normal qu'ils parlent ainsi. Vous avez quel outil de sondage pour dire ce que vous dites? Non, l'outil de sondage, c'est... L'outil de sondage dont je dispose, contrairement à M. Kiki, ce sont les actes. Or, les actes parlent plus que la parole. Vous ne pouvez pas déguerpir ma maman. Et ma maman va me demander de voter pour vous. Or, qui dit maman dit plusieurs enfants. Vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ne pas assurer une sécurité alimentaire. Plus digne, plus sain, et donc créer l'environnement sanitaire adéquat à son mieux-être que c'est fait aujourd'hui le projet Alphatage à Pricor. Et ça, ce n'est pas pour le chef de l'État ni pour ses soutiens, c'est pour toute la nation. On veut asphalter la ville de Cotonou après 2 ans et demi. Et après quoi? Après avoir augmenté les taxes, tous azimuts, après avoir affamé le peuple, le peuple qui n'a pas déjà le minimum alimentaire, on lui demande de payer un peu plus. Alors que ce n'était pas le discours tenu par le passé, on a dit on sent l'argent. Je sais sécher l'argent. Je vais mobiliser l'argent et je vais vous faire rêver. Et au point que vous me porterez en triomphe. Moi, j'ai un sérieux problème. Demandez une certaine contribution au peuple. Oui, mais voilà, il faudrait que la contribution la contribution réponde à ce que le peuple gagne comme pouvoir d'achat journalier. Mais là, vous avez retiré ce qui doit permettre au peuple de gagner de l'argent et dans le même temps, vous augmentez. Vous les avez assoiffés, c'est ça le sondage dont je parle. Les déguerpis attendent. Moi, écoutez, je vais vous dire une chose. Ça m'a fait vraiment mal. Parce que c'est la loi. Non. Quand on nous dit que c'est parce que le référendum va coûter cher, c'est un faux débat. C'est simplement parce que, pour cette fois-ci, ils n'ont pas voulu violer la loi organique portant sur le référendum. Sinon, ils se seraient allés. Parce que ces députés-là, qui ont rompu leur contrat social avec le peuple, ne tiennent qu'un langage. Allons au référendum. Le référendum leur permettra d'engranger un peu d'argent et de pouvoir battre campagne pour les élections à venir. Laissez-moi vous dire. Oui, allez-y. Laissez-moi finir pour dire que franchement, au-delà
de toutes les promesses, au-delà de toutes les maquettes projetées. Et cette gouvernance est en train de manquer son tête-à-tête avec l'histoire. Et sa tête-à-tête avec l'économie, et son tête-à-tête avec la politique. Et c'est vraiment dommage. Nadia Kitty, il est Kofidia à sa façon de voir les choses. Mais c'est toujours dans ce pays qu'on a constaté que dès que la question du référendum a été lancée, ces députés du bloc, de la majorité parlementaire, BMP ou présidentielle, comme vous l'appelez, ont commencé par donner la lettre. On les a vus sur le terrain et n'ont pas manqué d'avoir du monde autour d'eux. On a vu même des femmes dire au chef: nous, on est prêtes à vous accompagner si vous devez y aller. Et ça, c'est un signal qui compte pour ce que le peuple, quelque part, suit son chef, est fier de ce qu'il fait. Non, je l'avais dit. Permettez-moi. Oui. Mais dans le même temps, on a vu les députés qui sont allés à leur base et qui ont été chassés. Ils n'ont même pas, la base n'a pas laissé l'opportunité même de se prononcer. Donc, il faut donner les deux côtés. Oui, je pense que sur cette question, il va falloir obtenir un sondage pour pouvoir tirer les choses au clair. J'ai un collègue à Parakou qui avait fait un petit sondage dans la ville de Parakou, et puis qui a respecté la méthodologie en la matière. Et je vous l'ai envoyé. Le résultat, c'est que s'il y avait référendum, le non l'emporte à Parakou. Voilà, le non. Peut-être que le chef de l'État, je sais que c'est un homme très futé. Peut-être qu'il a diligenté dans l'ombre un sondage et les résultats montrent que s'il allait au référendum, le non l'emporterait, et puis il s'est basé sur les arguments qu'il a avancés pour refuser. Le problème qui se pose dans ce qui se fait au Bénin aujourd'hui, c'est l'utilisation des instruments de gouvernement. Vous savez, en politique publique, il y a une méthodologie bien donnée qu'il faut suivre, que ce soit pour la mise sur agenda, pour l'élaboration, pour la mise en œuvre et pour l'évaluation. Le chef, dans une démocratie, ne met pas sur agenda, élabore, exécute et évalue en Conseil des ministres. Ce n'est pas possible. Il se fait que pour la plupart des décisions impopulaires que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est arrivé à prendre dans notre pays depuis 2016, ce sont des décisions en Conseil des ministres qui ont été prises, exécutées et évaluées en Conseil des ministres. Ce n'est pas possible. La dernière, c'est celle concernant les médecins. Donc, en politique publique, il faut respecter la méthodologie pour pouvoir prendre les décisions. Et je reviens encore, je continue de le dire, je reviens encore sur la formation des gouvernants. C'est très important que les partis politiques dans notre pays puissent jouer leur rôle de formation et de sélection des élus. C'est très, très important. Sur ces questions, il faudrait que ceux qui gouvernent soient formés. Il ne faut pas penser un instant que parce qu'on est chef de l'État, parce qu'on est déjà député, parce qu'on est maire, on ne peut plus être formé. Non, il y a des instruments. Changer de cap, oui, c'est l'appel lancé par un certain nombre de voix qui commencent par se faire entendre petitement. Là-dessus, Joël Aïvo a aussi sa petite idée sur la gouvernance telle menée par le chef de l'État. Son appel sonne comme un écho plus retentissant. Il demande simplement au chef de se réconcilier avec son peuple. On appréciera de fond en comble la portée de sa pensée après l'avoir écoutée sur cet aspect-là. Nous irons donc une fois encore à la régie et juste après, nous reviendrons sur ce plateau. La régie. Le développement d'un pays, les résultats économiques, l'émergence, la croissance économique, ce n'est pas que le produit d'une politique budgétaire, une politique économique, mais c'est aussi et surtout le fruit d'un apaisement social. Je considère, je propose, moi j'invite vraiment le président de la République à faire en sorte que sa gouvernance soit une gouvernance dans la confiance du pays, qui gouverne avec la confiance des Béninois,
avec la pédagogie qu'il faut, en expliquant ces réformes. Mais surtout, je vous poserai une question, M. Mebrito. Vous savez, il y a combien de morts entre le président de la République, le président Patrice Talon et le président Boni-Yayi? Combien y a-t-il de morts entre eux? C'est à vous de répondre à la question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Combien y a-t-il de morts entre le président Patrice Talon et son prédécesseur, Nicéphore Soglo? Il n'y en a pas. Combien de Béninois sont morts des guéguerres, de la bataille entre Patrice Talon et Boni-Yayi, entre Patrice Talon et Nicéphore Soglo? Il n'y en a pas. Vous savez combien il y a de morts entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga au Kenya? Plus de 1500 morts. Ils ont été capables, malgré leurs divergences, malgré leur inimitié politique, ils ont été capables de faire la paix. Et dès lors qu'ils ont fait la paix, il y a comme une descente, il y a comme un nouveau pacte dans le pays. Je veux dire, on peut avoir des divergences entre chefs d'État, entre hommes politiques, mais travailler à la paix me semble indispensable. Je sors de temps en temps du pays, mais je vis plus longuement au Bénin. Le Bénin n'est pas en paix. Notre pays est tendu. Moi, je propose au président de la République de gouverner le pays assis dans son fauteuil, mais pas debout. Le pays n'est pas en paix. Moi, mon souhait est que le budget du Bénin, qui a été porté à 2000 milliards, retourne à 2000 milliards réellement. Mais je veux dire, les investisseurs n'arrivent dans un pays, on ne fait confiance à votre pays que si dans le pays, il y a un gentleman agreement entre l'élite du pays, la confiance du pays à son chef d'État. Pour moi, c'est le principal défi du président. Il peut avoir ses résultats, il peut atteindre ses résultats, il peut aller plus loin. Alors, puisque nous parlons des résultats... Laissez-moi finir. En travaillant à l'amélioration de ses rapports avec ses prédécesseurs, mais également à avoir la confiance des Béninois. Moi, vous savez, à chaque fois que je vois, ça n'allait de rien, mais c'est fondamental pour la relance économique dans un pays. À chaque fois que je vois au Nigeria, le président Goodluck Jonathan, Buhari, le président Buhari, mais également le président Obasanjo, ensemble, j'ai la chair de poule. Quand je vois au Ghana les anciens chefs d'État s'aligner, j'ai la chair de poule. De la même façon que chacun d'entre nous, même en n'étant pas d'accord avec le chef de l'État, on peut voir lui rendre visite au palais, ses prédécesseurs, dont il peut beaucoup apprendre, dont il peut beaucoup tirer. D'aspects abordés par le constitutionnaliste, le plus pressant reste le mot gordien qui fait du Bénin un État toujours envié, la paix. Et les Kofidja, quelle est votre réaction en une minute? Non mais, ça dit, le ramassis fait par le professeur Joseph Djogbenou fait penser à l'ouvrage du juriste. Vous avez dit Joseph Non, Joël Aïvor, autant pour moi, pas le professeur. Joël Aïvor me fait penser à l'ouvrage précité déjà par quelqu'un une fois, je crois, c'est-à-dire le combat du droit. Le droit mène un combat. Le seul objectif que recherche le droit, c'est quoi? C'est la paix. La paix. La paix, ici, au Bénin, commence par ne pas exister. Et pour caricaturer cela, regardons de près la fête nationale de l'indépendance de notre pays. C'est un jour de fête. Il fallait être ensemble, festoyer, se réjouir. Il y a eu la fête, il y a eu même bain de foule, symbole de la fête. Mais il y a eu bain de foule sans la présence de deux anciens présidents. Yahi Bouni et Nicéphore Dieu. En tout cas, les deux étaient empêchés. La seule chose que le professeur Joël n'a pas dit, c'est que entre Yahi et Patrice Talon, il y a eu un disparu ou un mort. La personne de Daïvon. Nathalie Kitty, le temps est parti, oui. Je reviens encore sur la définition d'Abraham Lincoln. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si on doit gouverner pour le peuple, pourquoi ne pas faire la paix avec ses prédécesseurs? Voilà. Si on doit gouverner pour le peuple, et moi je souhaiterais que tous les soirs, le chef de l'État pense à cette définition donnée par Abraham Lincoln.
démocratie égale gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Merci Nathanaël Kitty, il est Kofidia, merci également à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Oui, on a dû oser un sujet qui fait souvent polémique. Le Bénin est en paix apparemment, mais il paraît que c'est trop tendu. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez suivi tout à l'heure. Le constitutionnaliste Joël Aïvor pense que les indices ne sont pas bons, qu'il faille changer de cap. Je vais simplement conclure sur cette citation qui est revenue plus d'une fois au cours de cette émission. Abraham Lincoln, la démocratie, la vraie, reste le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Rien de bon pour le peuple ne peut se faire sans lui. Merci pour l'attention et à très bientôt.